Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Deuxième temps de cette matinée. On va parler des littoraux qui sont vivants et dont les gardiens doivent principalement rechercher l'équilibre écologique et la protection des sites et des paysages, tout en permettant l'ouverture au public. Tout cela est complexe. Il y aura une table ronde dans 10 minutes avec plusieurs intervenants que Flavie vous présentera dans quelques instants. Toujours le Conseil de la jeunesse avec les étudiantes et étudiants. Mais pour lancer les débats, je vous demande d'accueillir le maire de Cannes, David Lisnard. Qui avait promis une roulade, entre autres choses, en hommage à Belmondo, mais je constate que c'était des propos de coulisses, en fait. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Très heureux de, j'allais dire de vous voir. En fait, je ne vous vois pas. Sans les lunettes, je suis myope, et avec les lunettes, je suis ébloui. Dans tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous ici, dans cette belle ville du Havre. Je remercie, bien sûr, avec beaucoup d'amitié, Édouard Philippe de son accueil et de sa disponibilité, et Jacques Attali, bien sûr, de son invitation à participer aux travaux de ce forum sur l'économie positive, avec cette problématique abordée depuis ce matin de la réalité de nos océans et de nos mers, à la fois comme devoir et aussi comme plaisir et comme élément de développement économique, de développement écologique, si vous me permettez, ce qui n'est pas à mes yeux un oxymore. Vous connaissez Cannes par le festival, vous pensez connaître Cannes, et en fait, vous ne connaissez pas l'essentiel de Cannes. Et Cannes, c'est sur Terre. C'est sur Terre, et on pourrait croire que c'est au centre du monde, mais nous savons depuis Salvador Dali que c'est la gare de Perpignan, le centre du monde. Mais au-delà de Perpignan, pourquoi cette image? Parce que Cannes, comme vous le constatez, est une ville du littoral, côtière, de la Méditerranée. Et la Méditerranée, par définition, par étymologie, c'est ce qui est au milieu des terres. Et la problématique qui est la nôtre, celle de la protection, de la valorisation des mers et des océans, renvoie à cette réalité que les mers et l'état des mers dépend en grande partie du milieu terrestre et de ce que la Terre rejette en mer, et qui est une réalité que nous abordons dans notre ville au quotidien avec cette responsabilité qui est inhérente à la liberté. Homme libre, toujours tu chériras la mer, hein, c'est le poète Baudelaire qui nous a rappelé ça, mon cher Édouard. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Homme libre, donc homme responsable. La liberté n'existe que par la responsabilité, et la responsabilité est la condition de la liberté. Donc aujourd'hui, notre responsabilité, notre devoir est celui précisément d'une protection maritime et du respect de la mer comme élément essentiel pour répondre aux trois objectifs, outre les problématiques économiques, les trois objectifs de notre combat environnemental, qui est la lutte contre la part anthropique du réchauffement climatique, objectif prioritaire, cela a été rappelé dès le propos introductif d'Audrey Tcherkov. Deuxième objectif, bien évidemment, la lutte pour la biodiversité. Troisième objectif, la lutte contre les particules fines. Et au sein de ces objectifs, et en particulier la biodiversité, l'interaction entre biodiversité et réchauffement climatique, eh bien la mer, l'océan, la mer Méditerranée est au cœur de nos préoccupations. Et c'est ce que nous essayons de concevoir, avec toujours cette nécessité, non pas de rendre hommage aux penseurs New Age, mais de dire qu'il faut penser global, agir local, mais j'ai envie de dire, et inversement, agir global et penser local. Et ça, je pense que c'est un renversement dans la façon dont on conçoit les politiques publiques, que de faire également, de porter une pensée locale pour, de façon inductive, remonter à une réalité globale. La ville de Cannes, comme vous le constatez, et c'est la ville tournée vers les stars, vers les étoiles, pour son image internationale, mais c'est avant tout, et c'est consubstantiel, c'est dans son ADN, c'est la vérité de l'essence même de Cannes, c'est une ville maritime. Cannes, encore aujourd'hui, a la plus grande prud'homie de pêche professionnelle,
des Alpes-Maritimes et du Var réunis, avec 38 pêcheurs professionnels qui constituent la prud'homie. Et Cannes a un patrimoine urbain, bien sûr, mais un patrimoine naturel exceptionnel. Nous pensons qu'il a une valeur exceptionnelle internationale, et c'est pourquoi nous demandons son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, à travers notamment son archipel des îles de Lérins, tel que vous le voyez en photographie ici, et qui est un bijou. J'ai la chance, le privilège d'être le maire des îles de Lérins. Et dans ces problématiques et dans cette articulation entre le local et le global, eh bien, nous sommes dotés de plusieurs dispositifs qu'on connaît bien et que les maires connaissent bien. Bien sûr, un contrat de baie qui réunit 12 communes qui, de façon proactive, volontariste, se sont unies pour protéger la baie. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 12 communes, vous avez 5 communes littorales et 7 communes du bassin versant qui, au cours de 133 actions, rassurez-vous, je ne vais pas vous décliner ici, eh bien, agissent pour la protection de la baie, de même que nous sommes soumis au dispositif Natura 2000, au réseau Natura 2000, et que nous y adhérons, et que nous avons adhéré au sanctuaire Pélagos, qui est une initiative internationale entre l'Italie, la France et Monaco, et qui date de la fin des années 90, pour la protection notamment des cétacés, de tous les mammifères marins. Et il est vrai que nous avons une grande densité de dauphins, de baleines et de cachalots en baie de Cannes, et que ce qui fait la joie des Instagrammeurs qui les photographient régulièrement. Et donc c'est une réalité. Et puis bien évidemment, il y a les combats de notre époque, et parmi les combats de notre époque, celui de la pollution du milieu marin par le plastique. Ces chiffres, vous les connaissez tous. On estime aujourd'hui qu'il y a chaque seconde 106 kg de plastique qui sont déversés dans les mers et les océans sur notre planète. Donc c'est un combat majeur que celui de ces déchets plastiques qui correspondent à une réalité macro-déchets, mais également dilution dans l'eau, et qui mettent en cause la biodiversité, qui, ajoutée au réchauffement climatique, ont une incidence également sur l'acidification des mers et des océans. Et de ce point de vue-là, il faut agir local, penser global, mais aussi penser local, agir global, c'est-à-dire que nous avons engagé un certain nombre d'actions, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'une immense majorité de la pollution nous concerne tous, mais vient de 10 grands fleuves, et notamment sur ces 10 grands fleuves, de 8 fleuves asiatiques et de 2 fleuves africains qui déversent, selon les études, entre 80 et 90% des déchets sur la planète, ce qui à la fois nous renvoie à notre responsabilité individuelle, parce que nous sommes tous concernés, mais qui nous renvoie aussi à une nécessité d'avoir une approche diplomatique, internationale en matière de protection de l'environnement, mais c'est un autre débat que je vous épargne ici. Donc nous avons engagé une démarche proactive dans la lutte contre l'incivisme et pour inciter à du civisme environnemental. Et ce slogan « Ici commence la mer » a été imaginé en 2014, a fait l'objet d'une première campagne en 2015, et il a été depuis décliné dans plusieurs villes. On l'avait déposé, et plusieurs villes, y compris dans la région, ont repris ce slogan « Ici commence la mer » pour montrer que entre 60% et 80% des déchets qu'on retrouve en mer viennent du milieu terrestre, en particulier par le réseau pluvial. On a bien sûr toute la problématique de l'assainissement, que l'on connaît tous sur les villes littorales, et nous avons de ce point de vue-là une station d'épuration par membrane ultrafiltrante et extrêmement performante. Mais le réseau pluvial, il y a un travail de pédagogie, je parlais de responsabilité en début de mon propos. Le civisme, c'est l'exercice de sa responsabilité dans l'espace public, à tous les sens du terme, physique comme symbolique. Et donc le civisme commence par le respect du pluvial. Ce que l'on voit là, ce n'est pas une bouche d'égout, comme on le dit dans le langage courant, c'est du réseau pluvial. Et nous avons installé donc sur les plaques de réseau pluvial, ces plaques « Ici commence la mer », pour montrer qu'un mégot qui pollue 200 litres d'eau se retrouve dans la mer et pose différents déchets. Donc une lutte active contre les pollutions plastiques. Nous avons créé, c'était avant que la loi d'ailleurs ne le transpose hors d'obligation d'ordre public, nous avons créé une charte impérative, c'est un oxymore, sur les 44 kiosques du littoral qui n'utilisent plus certains produits pour la vaisselle, etc., mais qui n'utilisent plus aussi le plastique pour les emballages. Vous savez, tous ces kiosques où on achète des pambagnas et des salades, etc. Donc une lutte contre le plastique qui est très très présente dans notre ville depuis longtemps, et que l'on retrouve également dans la lutte contre les mégots. On distribue 25 000 cendriers de plage chaque année depuis 7 ans, et outre des opérations
pédagogique et répressive, puisque la police municipale de Cannes, depuis que nous avons lancé cette politique il y a 7 ans, a adressé 110 000 PV contre des actes d'incivilité infractionnelle, jet de déchets dans la rue notamment. Produit des PV revient à l'État et pas à la ville, hélas, mais c'est un autre débat que je vous épargne aussi. Et donc, cette politique proactive qui qui s'attaque aux mentalités, à notre comportement dans l'espace public, elle se traduit aussi par des opérations comme ce poisson pédagogique. Alors je vous le montre. Moi, il me plaît. Bon, après c'est subjectif, mais pour plusieurs raisons. On a du gros poisson à Cannes, vous savez, il y a du lourd. Et donc ce poisson a été réalisé par un de nos ouvriers agent des services techniques de la ville de Cannes, et il est donc, vous l'avez compris, rempli de déchets qu'on a ramassés sur le littoral, et donc nous le trimballons sur les plages publiques de Cannes. 82% des plages à Cannes du littoral sont des plages publiques, et 18% sont des plages en délégation de services publics, qui sont concentrées sur la Croisette, la partie la plus événementielle. Et donc cette opération a été est très très reprise, très instagrammée, très très partagée, et nous permet là aussi de contribuer à la prise de conscience comportementale face à ces pollutions de milieu marin. Ce que vous voyez ici est une action, elle, très, très physique et très concrète, puisque avec l'Australie, nous avons, donc on n'a pas de problème de sous-marin à Cannes, mais nous avons en revanche installé à Cannes et à Mandelieu-la-Napoule, par la communauté d'agglomération dont j'ai la responsabilité, qui s'appelle Cannes-les-Reims, tout un symbole, des filets protecteurs. Je ne respecterai pas votre timing, monsieur, ce sera ma liberté et ma responsabilité. Des filets protecteurs 10 000 fois plus filtrants que les pores de la peau, qui arrête même les mégots. Et cette problématique-là est essentielle parce que les océans et la Méditerranée, en particulier par les champs de Posidonie, sont des formidables capteurs de carbone. La photosynthèse fait que 1 mètre carré de Posidonie produit 20 litres d'oxygène quotidien. Et qu'aujourd'hui, la moitié de l'oxygène que nous respirons sur Terre provient de la mer et des océans. Et nous avons engagé une démarche très très innovante et pionnière à Cannes. Nous récupérons toutes les Posidonies, y compris mortes et qui sont protégées mortes, que nous réinjectons par captage dans le milieu marin, ce qui renouvelle, régénère l'écosystème, de même que dans nos ports. Nous avons installé 73 nurseries à poissons. Et ce que vous voyez à droite, c'est un petit mérou. Regardez comme c'est émouvant. Ça vaut le coup, vous voyez, de déborder. Parce que vous voyez, un bébé, vous n'avez rien contre les bébés mérous quand même. Bon. Donc vous voyez un bébé mérou et on retrouve une densité d'écosystèmes dans les ports, de même que ces pompes qui installées, qui récupèrent les eaux grises et les eaux noires et qui nous ont permis d'avoir le pavillon bleu et également le label port propre. Cannes, avec Le Havre et Marseille, mon cher Édouard, est devenu le plus grand port de croisière de France, à notre corps défendant, puisque ce n'est pas dans le port que ça se passe, c'est au-delà des pouvoirs réglementaires du maire. Donc après un bras de fer à terre pour empêcher les croisiéristes d'aborder s'ils ne respectaient pas les champs de Posidonie sur le mouillage des unités et des carburants à moins de 0,1% de soufre, nous avons voté et fait appliquer cette charte qui fait de nous une destination vertueuse, de même qu'avec la préfecture maritime. Nous travaillons formidablement bien avec les services de l'État de la préfecture maritime, beaucoup mieux avec la préfecture maritime qu'avec l'Adréal. Et donc, nous avons fait appliquer ces interdictions de mouillage pour les bateaux de plus de 24 mètres dont les chaînes détériorent les Posidonies et installer des mouillages forains qui renvoient à la problématique essentielle du pouvoir local. Il va falloir que nous disposions d'un pouvoir local, les maires, dans la baie, qui est un objet juridique que l'on peut définir, ou alors qu'on étende les problématiques portuaires pour pouvoir financer et développer les mouillages forains, y compris dotés d'électricité. Et enfin, ce que vous voyez là, c'est la partie événementielle de Cannes, avec les boudins géotextiles. Je ne parle pas de la plage, je parle en mer. Les boudins géotextiles immergés. Et nous avons engagé une grande opération de thalassothermie qui va permettre, grâce à la mer, de gagner en fraîcheur l'été et en chaleur l'hiver. Et de faire à la fois une démarche écologique et économique que vous vouliez saluer. Quel festival! Et je terminerai là-dessus, et vous allez m'écouter parce que vous êtes un homme respectueux. Oui, mais vous êtes respectueux des intervenants qui viennent avec vous. Je parole de 15 minutes sur cette exposition. Bravo d'avoir envoyé les applaudissements. Voilà, homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme. Là-dessus, je vous laisse réfléchir. Merci à vous.
Et on vous demande de rester en scène et on vous remercie, monsieur le maire. Pardon d'avoir joué les... Non. Vous n'êtes pas dans la table ronde. Mazette. Mais alors, quel scandale. On se plaindra. Restaurer, protéger et mieux gérer les océans, c'est le titre de la table ronde qui suit. Et pour l'animer tout de suite, je propose à Flavie Després, directrice générale de Care News, et à ses intervenants d'entrer en scène, avec toujours le conseil des jeunes. Allez, venez, c'est à vous. Et on peut les accueillir. Alors, moi, je vais me mettre ici. Venez ici. On est presque complet. Rebonjour, ou bonjour si vous n'étiez pas là il y a une heure. Alors, je suis contente parce qu'après avoir parlé de développer la mer et son potentiel et de l'imaginer, sous tous les aspects que cela recoupe, nous allons parler de restaurer, protéger et mieux gérer les océans. De protéger ces littoraux vivants, les terres qui les bordent, de rechercher un équilibre écologique et d'améliorer la protection des sites et des paysages. J'ai le plaisir toujours d'avoir le conseil des jeunes à ma gauche. Et sur ma droite, je suis ravie d'accueillir Lamia Essemlali, qui est présidente de Sea Shepherd France. Monsieur Mignet, donc Christophe Mignet, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Le Havre-Normandie et vous n'avez pas de micro, mais je pense qu'on va vous en apporter un. Cyriaque Le Tulier, vous êtes vice-président aux espaces naturels et à la biodiversité de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. Et François-Alexandre Bertrand, vous êtes le fondateur de Platypus Craft. Donc on comprendra plus tard ce que c'est. C'est le Jules Verne moderne. Avant de rentrer dans le sujet, donc ça tombe bien, on vient de citer Baudelaire. Donc moi, j'ai toujours grandi, ma vie n'a pas changé depuis une heure, au bord de la mer. Et dans la ville dans laquelle j'ai grandi, il y a des cabines de plage. Et j'ai ma tante qui a écrit en immense « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». Comme j'ai toujours peur de l'eau, je n'avais jamais bien compris. Mais grandissant et décidant de dédier ma vie à ma carrière professionnelle, à l'engagement, j'ai mieux compris le sens de ces mots. Monsieur Millet, je suis heureuse que vous ayez un micro parce que je voudrais vous poser quelques questions. Vous êtes donc enseignant-chercheur, vous avez des compétences extrêmement techniques, mais quand on a préparé cette table ronde, l'idée c'était quand même de se dire comment est-ce qu'on protège ? Est-ce qu'on protège à la source ? Est-ce qu'on protège après ? Est-ce qu'on fait les deux ? Et surtout, comment est-ce qu'on utilise la communauté, le grand public, comment on les sensibilise et qu'est-ce qu'on peut faire tout à chacun, parce que l'idée, c'est pas de repartir de cette table ronde sans solution et avec le moral miné, même si les problèmes existent véritablement. Alors, déjà, pour qu'on comprenne un peu votre métier et que ça soit intelligible au grand public, est-ce que, je vais vous poser une question un peu novice, quels sont des exemples assez concrets de produits d'utilisation courante que l'on retrouve dans la mer ? Bonjour à tous, merci de cette question. C'est une question qui n'est pas facile et qui demande à avoir bien conscience que la pollution, c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement vaste. C'est tout un domaine. Donc je suis toxicologue de l'environnement et notre regard est très particulier sur le monde marin. On s'extasie évidemment de la beauté de la mer, de ses formes, de cette vie, de ses couleurs, de la violence ou de la force de la mer. Nous, on regarde aussi et on s'extasie à l'intérieur de toutes ces espèces, des mécanismes de reproduction, de développement, de ces interactions moléculaires. Et il y a tout un monde extrêmement important derrière. Et en tant que toxicologue, eh bien, on y voit les interactions qui conduisent à des dommages. Monsieur Gilbeuf parlait de disparition d'espèces. Nous, on y voit, avant la disparition, la souffrance des espèces dans ces interactions. Mon introduction est un peu longue. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le maire de Cannes donc, vient de présenter notamment la pollution plastique. C'est évidemment
ce qui parle le plus visible pour tout le monde. On le voit, ça, on l'a tous constaté sur nos plages. On sait maintenant qu'il y a un 7e continent. Ce 7e continent, c'est ces mers de plastique, ces continents de plastique plutôt, hein, au centre des gyres océaniques. Eh bien, il faut imaginer que si ces macro-déchets-là arrivent, il y a aussi des micro-déchets. Quelque chose qu'on a plus de mal à décrire. Il va y avoir les micro-plastiques. Et derrière, il va y avoir cet océan de molécules. Elles non plus, on ne les avait pas vues. Mais évidemment, vous pouvez vous représenter à travers cela toutes ces molécules qui sont aussi dispersées dans l'environnement partout. Moi, nous, au laboratoire, quand on fait des mesures et qu'on analyse, par exemple, les poissons de la baie, eh bien, on y trouve tout ce qu'on utilise. Hein, nos poissons prennent des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antalgiques, des hypolémiants. On peut tout détecter. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est nous les principaux acteurs de cette pollution et que tout ce que l'on utilise, produit, peut... Alors évidemment, il y a des lois, hein, il y a des composés qui se dégradent un peu plus vite que d'autres, donc on va trouver moins, qui vont moins se concentrer, qui vont avoir des affinités. Ce n'est pas le principal déterminant d'ailleurs, parce qu'il y en a certains qui vont être très peu concentrés, mais extrêmement dangereux. Et donc dans cette hiérarchie, c'est très difficile à faire. Voilà, parce que tous les êtres vivants, notamment du monde marin, sont différents. Certains vont être beaucoup plus sensibles que d'autres. Hein, c'est la variabilité de la toxicologie, on s'en rend bien compte de cette toxicologie, où on voit que les toxicologues ont parfois du mal à répondre d'une façon générale, parce que chacun de nous est unique, et on va éventuellement répondre différemment. Alors il faut imaginer ce monde marin, cette diversité de vie qu'on ne connaît même pas, et toutes ces interactions qu'on n'aura même jamais le temps de voir, et qui vont conduire parfois à l'extinction de certaines espèces. Et donc vous, votre travail, c'est de voir les dégâts qui existent actuellement, mais ce volet de recherche aide à protéger ou à aider à protéger les océans à la source. Est-ce que vous pouvez nous donner de 3 pistes ou de 3 solutions existantes ou à venir qui aident à protéger les océans? Oui, mais en fait, je crois sincèrement à l'association de la connaissance, hein, tous nos savoirs que l'on met au service d'une analyse. Hein, et effectivement, comme je vous disais, on sait malheureusement trop peu de choses, mais c'est sur cette base qu'on peut construire une analyse. Donc cette association de la connaissance avec l'intelligence. L'intelligence, c'est évidemment cette capacité d'analyse, mais aussi c'est notre sensibilité qui permet d'avoir une démarche concrète. Par exemple, hein, pour nous, en tout cas moi celle que l'on trouve, nous, dans nos laboratoires, hein, en tant qu'écotoxicologue, c'est aussi de développer la connaissance, mais de s'impliquer aussi sur la régulation des composés chimiques. Hein, on a la chance d'être dans un espace européen beaucoup plus protégé, hein, que n'importe quel continent au monde, et que dans cette action de régulation, eh bien, nous, on essaye de produire les connaissances, les arguments, l'analyse qui nous permet de dire il y a des composés qu'il faut absolument... Alors, on ne dit pas interdire, nous, on dit restreindre l'utilisation. Et ça, c'est très, très, très important. Et vous voyez, parce qu'on peut avoir des actions un peu réparatrices sur l'environnement, on peut faire des récifs artificiels, comme M. le maire de Cannes nous a montré, mais on n'a pas solutionné le problème, en tout cas de la pollution. Et pour le solutionner, c'est plus facile de ne pas le produire. Et donc, quand on arrive à démontrer que les composés sont trop dangereux, de façon inacceptable, eh bien, on en restreint la production. Merci. Et une question, donc il y a la connaissance, il y a la restriction juridique, législative à l'échelle française, européenne, mondiale, mais si on prend la salle et qu'on est tous citoyens, c'est quoi le rôle qu'on peut jouer en tant que grand public, en tant que citoyen? Est-ce qu'il y a des moyens d'action qu'on peut mettre en œuvre? C'est très évident pour nous, environnementalistes, que l'action du public est la principale force qui a développé à la fois nos connaissances, nos recherches, nos applications et la réglementation aussi, hein, qui veut nous protéger.
Et ça fait pas très longtemps, hein. Le premier ministère de l'Environnement, c'est 1971, le premier sommet de la Terre, c'est 1971, ça fait pas très longtemps. Et donc il y a cette connaissance du public qui permet, hein, au-delà de la sensibilité, parce que je crois beaucoup à la connaissance au-delà de la sensibilité, hein, apprendre, cette connaissance qui nous permet d'agir, voilà, et d'agir en bonne intelligence, justement. Hein. Quand on interdit un composé, on comprend bien, nous, tous les déterminants de l'activité économique, de l'intérêt de certains composés. Et évidemment, tout cela est balancé. Mais ce que je veux dire, c'est que l'action du public est vraiment déterminante. Et en final, ce qui ressort, évidemment, quand on regarde tous les effets environnementaux, c'est qu'il y a une cause à l'origine de tout ça. C'est nous, hein, c'est notre société, chacun de nous, notre mode de vie, notre mode de consommation, le moteur de notre société, hein, cette volonté de développement, pour des industries naturellement d'avoir des profits. Voilà. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui doit pouvoir nous interroger. Et effectivement, cette connaissance, cette sensibilité permet à nous, mais à chacun d'entre nous, de se poser des questions sur notre vie, sur notre activité, sur notre impact, sur l'environnement. Et c'est ça le vrai moteur du changement. Il y a cette partie individuelle qui est extrêmement importante parce que c'est la somme des individus, comme dans la vie, hein, qui fait cette interaction et qui permet aussi de bouger les choses, hein, qui permet, par exemple, des hommes politiques peut-être de penser à l'environnement quelques minutes dans la semaine. Cyriaque Le Tuilier, je rappelle que vous êtes vice-président aux espèces naturelles et à la biodiversité de la communauté urbaine du Havre. Vous vouliez réagir à ce que vient de dire Oui, je voulais finalement vous partager une remarque sur ce que vous venez de dire en termes d'usage de certains produits, de certaines molécules qui doivent être limitées dans leur utilisation, parfois interdites, parce que ça m'a fait penser à ce qui s'est passé dans les années 50-60 avec l'usage des DDT, des produits organochlorés en agriculture, où les écotoxicologues américains ont mis en évidence que ça rentrait dans les réseaux trophiques, dans les chaînes alimentaires, et que les espèces au sommet des pyramides alimentaires stockaient ces produits. Et on a sur le Havre une très belle espèce d'oiseau qui niche sur le clocher de l'église Saint-Joseph, le faucon pèlerin. Donc pour ceux qui visualisent pas très bien la tête de cet oiseau, c'est un rapace dont les Égyptiens en ont fait un dieu. C'est l'oiseau le plus rapide du monde, et cette espèce a été fortement impactée. Et ça nous concerne puisque c'est une espèce qui trouvait ses densités les plus fortes sur les côtes à Falaise, entre le Havre et le Tréport. On avait presque un couple tous les kilomètres, et à cause de l'usage de ce produit organochloré, les populations ont disparu en moins de 10 ans. Grâce aux écotoxicologues, on a su que les coquilles étaient fragilisées, que le fœtus à l'intérieur de l'œuf ne se développait pas. Et ce sont finalement les écotoxicologues américains qui ont convaincu les politiques d'interdire l'usage de cette molécule, ce qui était le cas aussi en Europe. Et depuis le milieu des années 90, le faucon pèlerin, étant donné qu'on a supprimé cette source qui nuisait à ces populations, le faucon pèlerin est de retour et est sur le point de s'installer, nidifié au cœur de la ville du Havre. Donc ça, c'était ma remarque. Et puis j'avais une question à travers cet exemple du faucon pèlerin. Est-ce que vous avez, par vos travaux, réussi déjà à convaincre, à virer la barre, à changer de direction et voire à faire limiter certaines molécules? Alors, fort heureusement, pas moi, enfin, c'est collectif. Hein, fort heureusement, justement, vous voyez cette prise de conscience, cette pression sur cette volonté de la société nous donne des règlements européens qui nous permettent ça. Hein, donc au-delà de mon activité de recherche dans un laboratoire avec mes collègues, je travaille aussi à l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui est notre agence qui, justement, défend notre santé. Donc à travers ces règlements européens, on peut effectivement restreindre. Alors nous, on ne parle pas d'interdire. L'Europe dit qu'il faut restreindre pour stimuler la substitution, c'est-à-dire substituer un composé très dangereux par quelque chose qui l'est moins, pour stimuler l'innovation. Ça, c'est vraiment le maître mot à chaque fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir ce discours très punitif. Alors évidemment, ça va conduire à moyen terme, on l'espère, à
à la restriction volontaire d'ailleurs hein, de nos producteurs pour qu'il n'y ait plus. Et effectivement, bien, si vous pouvez voir effectivement hein, les résultats de cette interdiction, oui, on arrive à restreindre des composés, des perturbateurs endocriniens, des composés cancérigènes, mutagènes ou d'autres composés toxiques. Hein. Et le bilan de l'Europe, c'est effectivement que sur notre continent européen, on a moins de pesticides, on a moins beaucoup de cancérigènes dans notre environnement. Hein, je sais pas, on a mené par exemple une très grande bataille pour illustrer, hein, que vous connaissez tous, sur le bisphénol A, hein, cette molécule hein, dont le polymère fait ce plastique justement qui perdure, mais qui relargue aussi des composés qui sont des perturbateurs endocriniens. Eh bien, c'était une très 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 longue lutte, 10 ans de dossier, hein, nous à l'ANSES, pour arriver à ce que l'Europe décide effectivement d'interdire à moyen terme, parce qu'il faut donner le temps à l'industrie de s'adapter, de changer, de proposer autre chose. Mais oui, heureusement, et c'est effectivement c'est une vraie satisfaction, eh bien on peut le faire, et ça c'est grâce à tout le monde en fait, hein. C'est vraiment ça qu'il faut dire. C'est grâce à la connaissance, à la volonté qu'on a de soutenir une recherche et de soutenir des actions réglementaires. Merci beaucoup, Monsieur Minier. Je vais donner le micro, mais il l'a déjà, à Romain Iborra, qui va vous poser donc une question globale à laquelle il faudra répondre très rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer cette table ronde. Romain, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc ma question est donc plus sur la protection de la mer, plus que de notre santé. D'ailleurs, c'était drôle que vous mentionniez le DDT, parce que c'était mon sujet de grand oral du baccalauréat. Mais donc ma question est assez générale, parce qu'avant de protéger, il faut savoir de quoi on protège. Et donc, je voulais savoir quel est le plus gros danger auquel fait face la mer aujourd'hui. Ouais, en une phrase. Oui. Lamia voulait... Alors, il y en a plein, mais le plus gros danger, c'est la surpêche. Monsieur Minier, en une phrase. Moi, je reconnais l'enthousiasme et la volonté d'hiérarchiser, mais j'ai pas envie d'opposer. En fait, hein, on voit très très bien que ça soit acidification, réchauffement climatique, surpêche, le déterminant, c'est nous. Le plus grand danger, c'est nous. Monsieur Le Tuillier. Je rejoins complètement mon voisin et je dirais finalement, le plus gros danger à terme, c'est qu'on disparaisse. Pour ma part, en fait, comme je suis sur les plastiques, je dirais les plastiques, mais il y a plusieurs dangers. Voilà. Bon, on aura l'occasion de revenir. Non, mais je pense que c'est important aussi d'être concret et précis, parce qu'effectivement, quand on dit que le plus gros danger c'est nous, c'est évident. Nous sommes la plus grande puissance de destruction du vivant que la planète ait jamais connue. Mais c'est important d'identifier très clairement les choses, puisque justement les gens sont dans une nébuleuse. On leur dit que ça va pas, que ça va mal, et il faut donner identifier des problèmes précis avec des solutions et des adaptations précises. Si je peux juste compléter à ça, c'est que cette identification, elle est dépendante de notre connaissance. On voit très très bien la force du GIEC pour nous parler du réchauffement climatique. On n'est pas organisé, nous, sur la pollution comme cela. Et c'est beaucoup, à mon humble avis, la connaissance du vivant, de sa diversité est beaucoup plus compliquée que la météo. Merci beaucoup pour vos réponses. Une connaissance nécessaire et centrale. Monsieur Le Tuillier, alors, nous, on a parlé de connaître, qu'il faut connaître pour protéger. Et vous avez ajouté un degré supplémentaire et vous dites, enfin, vous m'avez expliqué, vous allez nous expliquer qu'il faut aimer pour protéger. Oui, évidemment. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est vrai que la connaissance est essentielle. Mais j'ai entendu mon voisin le répéter à plusieurs reprises, il faut susciter aussi l'enthousiasme. Et on désire toujours plus préserver ce qu'on connaît et surtout ce qu'on aime. Et évidemment, quand on est vice-président en charge de la biodiversité des espaces naturels, un sujet qui n'est pas forcément une compétence obligatoire pour une collectivité territoriale, on commence à se poser la question, comment je vais réussir à stimuler, à susciter le désir chez mes collègues et chez les habitants pour donner l'envie de préserver cette biodiversité et ces espaces naturels sur le territoire. Donc on va regarder un film, on a introduit finalement cette politique, cette stratégie nature que la communauté urbaine du Havre Seine Métropole est actuellement en train de construire. Un film que je vous demanderai de bien regarder à travers des images, des belles images, puisque finalement on a fait le choix de la beauté.
c'est à travers la beauté qu'on a imaginé qu'on allait réussir à susciter l'émotion. Et finalement, l'émotion, c'est peut-être le remède. Donc ces images, elles vont vous montrer à la fois des milieux naturels. On a travaillé sur du factuel. On n'a pas pris position, on n'a pas pris parti, on a simplement montré ce qui existait sur le territoire de la communauté urbaine, sur les 54 communes, à travers les milieux naturels, associés à des espèces emblématiques ou ordinaires, qui vivent sur notre territoire. Et on a été jusqu'à solliciter des photographes animaliers qui viennent sur notre territoire. Qu'on n'aille pas chercher le chevreuil qui vit dans la plaine du Rhône, mais bien le chevreuil que l'habitant du territoire va croiser en voiture sur la D940 quand il revient du travail. C'est un document introductif à cette stratégie nature. Je vous laisse le visionner. Merci pour cette respiration esthétique. J'ai une dernière question pour vous, Monsieur Letellier. Donc, vous avez une vice-présidence qui n'est pas commune, enfin, toutes les communautés urbaines n'en ont pas. Est-ce que, selon vous, c'est un sujet qui prend une place politique, qui commence à monter en puissance? Est-ce que c'est amené, vous pensez, à se développer dans toutes les communautés urbaines? Oui, je crois que l'enjeu de la nature, je ne connais pas un élu qui, aux dernières élections, ne s'est pas emparé du sujet. C'est un enjeu qui est porté, qui est porteur. Et la communauté urbaine, en faisant le choix d'en faire une stratégie, une politique, a voulu passer un message aux habitants qui ont le souci, la volonté que dans nos stratégies territoriales, dans l'aménagement du territoire, on prenne en compte cet enjeu parce qu'on sait qu'il est transversal. Donc effectivement, il faudrait faire un bilan des collectivités qui ont mis cet enjeu au niveau d'une vice-présidence parce que généralement, il est inclus dans ce qu'on appelle la transition écologique ou énergétique, alors que là, c'est vraiment l'objet d'une vice-présidence
Et donc ça donne un poids. Ce que j'avais dit au président Édouard Philippe, c'est qu'il était désormais temps de mettre la nature au même niveau qu'une vice-présidence en charge de l'aménagement du territoire, au même niveau qu'une vice-présidence en charge des finances, pour qu'elle ait le poids nécessaire et qu'elle soit intégrée dans les différentes politiques publiques. Merci. Donc, il peut y avoir une volonté politique ou pas, parfois. Lamia Selmani, je rappelle que vous êtes présidente de Sea Shepherd France. Donc, on parle de restaurer, de protéger, de mieux gérer les océans, mais est-ce qu'il n'y a pas une étape avant qui serait peut-être de les épargner ? Oui, parce que c'est vrai que nous, on est une ONG extrêmement active sur le terrain, et il s'agit donc de défendre l'océan des agressions humaines. Et on a tendance à penser qu'il faut sauver l'océan, qu'il faut sauver la planète, la protéger, mais en fait la protéger de quoi ? Il s'agit surtout en fait de l'épargner, et pour ça, c'est pour ça que je disais que c'est important de clairement identifier quelles sont les menaces, quels sont les enjeux, quelles sont les solutions. Et donc voilà, simplement, ça appelle à un peu plus d'humilité de notre part, de comprendre déjà quelle est l'ampleur du carnage tel qu'il est, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'océan n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. Et on parle aujourd'hui beaucoup, notamment d'énergie marine renouvelable, d'économie bleue. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça et garder à l'esprit que tout ça, ça va de toute façon être des atteintes supplémentaires à l'océan. Et donc ne pas oublier que c'est quelque chose dont l'océan n'a pas besoin, dont nous avons besoin, et que nous ne sommes pas en train de rendre service à l'océan. C'est quelque chose qui va devoir subir en plus. Et c'est à mon sens très important de ne pas l'oublier si on s'oriente vers cette nouvelle exploitation de l'océan. Et c'est pour ça que pour moi le terme épargner est fondamental. Et je reviendrai sans doute dessus par rapport notamment aux projets d'usines éoliennes qui sont prévus sur le littoral français. J'allais vous demander un exemple actuel où vous pensez que justement il faut commencer par se poser et épargner pour que les gens comprennent bien concrètement. Eh bien, un exemple très concret, c'est que Sea Shepherd s'est engagé depuis quelques mois sur la question des énergies éoliennes offshore. Ça a beaucoup surpris certaines personnes parce qu'effectivement, on a cette idée que les éoliennes, c'est un mythe de l'écologie, de la transition écologique, les éoliennes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question, quelque chose que finalement les Français connaissent extrêmement mal. Et donc c'est important que tout le monde ait les informations sur les tenants, les aboutissants, quel est le coût environnemental de ces projets, et puis surtout de voir comment ça a été conçu en France, parce que c'est ça qui pose problème surtout. Au-delà de la question, est-ce que les éoliennes c'est intéressant ou pas, est-ce qu'il faut en faire ou pas, c'est surtout qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et donc il ne faut pas oublier que les projets d'usines éoliennes, donc ce sont des usines, hein, on parle de champs d'éoliennes, puis éolienne ça vient quand même du maître du vent, éole, donc c'est quelque chose de très poétique, très onirique. Le fait est qu'aujourd'hui, vous parliez de la connaissance, c'est très important, effectivement. Les experts, notamment du Conseil national pour la protection de la nature, tirent la sonnette d'alarme sur les conséquences des projets d'éoliennes en mer tels qu'ils sont prévus à l'heure actuelle. Puisque, à l'heure actuelle, la France n'a pas fait le travail de base qui est nécessaire, c'est-à-dire d'identifier quels sont les hotspots de biodiversité sur son littoral. Il faut savoir quand même qu'on a la chance et la responsabilité qui en découle d'être la plus grande façade maritime en Europe. Nous sommes la deuxième plus grande surface maritime au monde et nous sommes le seul pays à être présent sur tous les océans de la planète. Donc, pour les Français, la protection de l'océan, ça devrait être une grande cause nationale. On devrait tous se sentir concernés. Nous sommes directement concernés. Nous devrions être avant-gardistes et exemplaires sur la scène européenne et internationale. Et le fait est qu'on est complètement en deçà des enjeux. On fait pire que les pays d'Europe du Nord qui ont moins d'enjeux et qui ont fait ce travail d'inventaire de la biodiversité avant de décider où est-ce qu'ils allaient établir les usines éoliennes. Et aujourd'hui, on a un programme de développement qui est tel que les scientifiques du CNPN tirent la sonnette d'alarme sur le fait qu'on va mettre à terre plus d'un siècle d'efforts de protection du littoral et que les oiseaux marins, attention, hein, n'y survivront pas. Parce qu'il y a un cumul de projets d'usines éoliennes qui se trouvent sur les parcours de migration des oiseaux et des mammifères marins. On est sur des zones de nidification
de reproduction et de repos d'espèces qui sont protégées ou en danger d'extinction. On est sur le cas qui fait beaucoup de bruit en ce moment, le cas de l'usine éolienne de Saint-Brieuc, par exemple, qui a obtenu 59 dérogations de destruction d'espèces et d'habitats protégés, dont des espèces qui sont vulnérables, en danger critique d'extinction, et dont les études d'impact, qui pourtant sont très largement perfectibles, ont quand même prédit que plusieurs espèces, plusieurs populations n'y survivront pas. Donc ça déjà c'est inacceptable. On ne peut pas sacrifier la biodiversité au prétexte de lutter contre le changement climatique. Alors je sais que le président Emmanuel Macron justement a dit quelque chose dans ce sens lors de l'ouverture du congrès pour la conservation de la nature. Mais il va falloir qu'on mette ça en application. Il va falloir que la France revoie sa copie, sinon on va au-devant d'un écocide sur la façade maritime française. Et je disais tout à l'heure que la surpêche est la première menace qui pèse sur l'océan, donc ça veut dire notre appétit insatiable en poisson, en l'occurrence, qui a doublé en 50 ans. Mais là, les projets éoliens, d'usines éoliennes sur la façade maritime française, moi, me font extrêmement peur et je suis extrêmement inquiète. Et quand je lis le rapport du CNPN, je me dis que chaque Français devrait avoir connaissance de ça. Les débats publics qui se font sur les usines éoliennes doivent en parler. En l'occurrence, là, ça n'est pas le cas. Quand on a parlé des dérogations de destruction d'espèces protégées sur le projet de Saint-Brieuc, les gens tombent des nues. Les gens ne savent pas. Et donc c'est important parce que les enjeux vont être hyper importants, les conséquences vont être colossales et irréversibles. Et nous sommes tous concernés, nous avons tous cette responsabilité. Et je terminerai juste sur le fait que justement on a du mal à se sentir concerné ou cette sensibilité qu'on n'a pas, c'est parce qu'on est malheureusement globalement très déconnecté de l'océan. Nous venons tous de l'océan, c'est notre berceau, et il va devenir notre tombeau si nous ne nous reconnectons pas de toute urgence à lui. Et il y a un exemple comme ça qui m'a marqué, c'est que dans le cadre de nos missions contre les captures de dauphins dans le golfe de Gascogne, on a quand même plus de 10 000 dauphins qui meurent chaque année capturés dans les filets, on a fait des opérations de sensibilisation justement avec les cadavres de dauphins exposés dans les centres-villes pour alerter les gens sur ce qui se passe en mer. Et j'ai été très étonnée, moi, de voir que dans une ville comme La Rochelle, qui est en bord de mer, où il suffit d'aller un tout petit peu au large avec un bateau et de voir les dauphins. En fait, les passants nous disaient, mais on ne comprend pas, en fait, on n'a pas de dauphins en France. De quoi vous parlez? Et donc ça, c'est dramatique. Et ça fait écho à ce que disait Éric Tabarly, qui disait, pour les Français, l'océan, c'est le machin bleu qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leurs serviettes de bain sur la plage. Si l'océan meurt, nous mourrons de façon biologique, très clairement, puisqu'il produit plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire. C'est la vie marine qui produit cet oxygène. Et notre âme aussi va mourir. J'entendais tout à l'heure cette citation de Baudelaire qui dit « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». Donc moi, je me suis toujours dit « Femme libre, toujours tu chériras la mer ». On a besoin de l'océan aussi pour sauver notre âme, donc pour sauver notre corps physique et pour sauver notre âme. Et donc c'est très important, et ça fait partie des enjeux sur lesquels travaille Sea Shepherd, c'est de faire des missions dans lesquelles on a effectivement des actions très impactantes qui permettent de faire parler des problèmes, de les mettre sur la table pour créer un électrochoc et réveiller l'opinion publique. Parce qu'on est dans un vrai rapport de force et on a une opinion publique qui est complètement endormie et qui doit se rendre compte des enjeux, qui doit se reconnecter à l'océan et qui doit se rendre compte aussi de toute la destruction qui a lieu sur le pas de notre porte, en fait, au large de nos côtes. Merci beaucoup, Lamia. Alors, j'avais noté les vers de Baudelaire et vous êtes tout à fait dans le thème. La première strophe, c'est « Homme libre, toujours tu chériras la mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. » Merci beaucoup, Lamia. On est en train d'un peu déborder sur le timing, mais tout va bien, nous allons nous en sortir. François-Alexandre Bertrand, alors vous êtes un optimiste et vous avez décidé de créer un bateau qui va sous l'eau, vous allez nous le montrer, et de mettre la technologie au profit de la restauration et de la protection des océans. Oui, merci beaucoup Flavie. Donc oui, François-Alexandre Bertrand, j'ai effectivement développé un bateau qui s'appelle Platypus Craft. C'est un bateau qui est capable de naviguer sur l'eau et sous l'eau. Alors évidemment, il permet de faire beaucoup de choses. On peut peut-être lancer une vidéo d'ailleurs pour illustrer, parce que quand on dit sur l'eau, sous l'eau, on pense qu'il a fait un sous-marin, c'est pas aussi simple que ça.
C'est un bateau donc, voilà, qui ressemble à ceci. Alors on peut couper le son, comme ça je vous présente un petit peu à l'oral. Voilà, c'est un bateau qui navigue sur l'eau, donc là c'est un prototype, hein. Donc effectivement il est plutôt sympa à regarder comme vous voyez. C'est un bateau donc, qui peut aller vite sur l'eau, mais à la demande donc, on met un masque de plongée et en quelques secondes on se retrouve la tête sous l'eau. On réussit à respirer donc, grâce à ce qu'on appelle un narguilé, un compresseur d'air électrique qui permet de produire de l'air comprimé, et on peut explorer les fonds marins ainsi sans limite de temps ni d'air. Pour la petite anecdote, donc, on a parcouru 40 km en une journée en 7 heures de temps. Pour ceux qui font de la plongée, ils comprendront. L'intérêt de la chose, donc, c'est de pouvoir explorer les fonds marins. Donc, pourquoi ce bateau? Parce que donc, le bateau aujourd'hui existe, hein, on rentre de l'IUCN, on a fait d'ailleurs pas mal de modifications sur le bateau par rapport à ce que vous voyez à l'écran. Ce bateau donc, est capable de naviguer sur l'eau, sous l'eau, sur de grandes étendues, et il permet donc de répondre à l'enjeu plastique. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on évoquait quel était le plus grand danger de l'océan, j'ai évoqué le plastique. Les océans sont confrontés à de nombreux problèmes. Je vais répondre, faire la petite connexion avec plusieurs personnes qui ont parlé ce matin. Ce matin, donc, à l'ouverture du forum, Audrey Tcherkov, Jacques Attali et Édouard Philippe donc, nous rappelaient que la problématique de l'environnement est complexe. Et ça, c'est un message important que je souhaite passer aujourd'hui, c'est que trop souvent, on a tendance à simplifier à l'extrême les problématiques auxquelles, d'une façon générale, on est confronté aujourd'hui. Et sur l'environnement, c'est pareil. Quand on parle d'environnement océanique, l'environnement, les problématiques auxquelles l'océan sont confrontés sont extrêmement complexes. Si on ne prend que le sujet des plastiques, qui n'est qu'un problème parmi tant d'autres, effectivement, auxquels sont confrontés les océans, ces plastiques en fait viennent bien évidemment de chez nous, hein, c'est nous qui les produisons, l'humanité. Le maire de Cannes tout à l'heure d'ailleurs rappelé que 90% des déchets viennent du littoral côtier, c'est normal. C'est nous qui les produisons, c'est sûr que ça ne va pas tomber du ciel, hein. Ceci étant dit, il n'y a pas que les macroplastiques, il y a aussi les microplastiques, il n'y a pas un type de plastique, il y en a une foultitude, etc. Ceci pour préciser donc le propos, hein, où je suis présent aujourd'hui, c'est que nous avons identifié un bateau qui est capable d'explorer effectivement les fonds à petite profondeur dès lors que la mer est claire et pas trop agitée. Dans ce contexte-là, le bateau est effectivement parfait pour être capable de détecter ce qui est là-dessous, sur de grandes étendues, ce qui n'est pas facile aujourd'hui. C'est un petit peu pour schématiser, si on vous dit on va explorer le Sahara à pied, bon courage, hein, ça va prendre du temps. Ou alors qu'on vous dit je vous file les clés d'une Jeep. Voilà. Nous, on va dire qu'on a inventé la Jeep sous-marine, on va le dire comme ça. Grâce à ça, donc, on est capable de faire de grandes étendues sous-marines, donc de voir ce qui se passe sous l'eau. On va être également capable de cartographier les fonds de telle façon à savoir où se trouve le plastique et à mieux comprendre quelle est la problématique. On parle beaucoup du plastique. Schématiquement, les dernières études stipulent ça. 99,5% des plastiques coulent. Donc vous avez un plastique à la surface, ça veut dire que vous pouvez imaginer que vous en avez 200 sous l'eau, schématiquement. Donc quand on parle de face visible de l'iceberg, face cachée de l'iceberg, voilà, je crois que le propos est clair. Nous, on va mettre en avant de quoi il s'agit, mais notre solution n'est qu'une toute petite partie de la solution. Et le message, où là, donc, je rejoins ce que dit Flavie, le message que l'on veut passer, et c'est là où je suis un éternel optimiste, effectivement, j'ai assisté à beaucoup de problématiques. Avant, je m'occupais du Women's Forum for Economy and Society, je pense que ça vous parle. J'ai vu énormément de problématiques auxquelles le monde est confronté. Dès lors que l'humanité prend conscience d'un problème, on peut trouver des solutions. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Ça crée de la violence, ça crée de la disruption, comme on le dit aujourd'hui. Ça veut dire aussi qu'il y a de la confrontation. Et il faut de tout par rapport à ça. Il faut des lanceurs d'alerte, des gens qui vont être sur le terrain, comme Lamia et Sea Shepherd, qui vont être capables donc d'aller sur le terrain pour défendre les animaux, et c'est capital. Et il faut des gens ensuite qui construisent aussi quel est le monde de demain. Il faut arrêter de confronter en fait les gens aussi, de telle façon à ce que vous, les jeunes, je n'ai plus envie qu'on entende, je dis bien, je pèse mes mots en disant ça, c'est criminel quand on vous dit, et certaines personnes connues aujourd'hui disent ça, qu'il faut aller lâcher la planète Terre, habiter sur Mars. Mais oubliez ça, quoi. Non, mais c'est pas vrai, la Terre est magnifique, la Terre peut être sauvée. Et c'est ensemble qu'on peut la sauver. Moi, je veux juste devenir une toute petite partie de la solution et un symbole par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup. François, Alexandre, alors il nous reste 2 questions justement de cette jeunesse. Je propose, Charlotte Marès, que vous preniez votre micro pour poser une question assez technique, mais sur un projet du futur. Et Clément, si vous le voulez bien, je vous laisserai faire la conclusion de cette session. Donc moi, j'ai une question à propos de la route de l'Arctique qui pose quand même beaucoup de polémiques à l'échelle environnementale aujourd'hui. Alors, il y a toujours ce débat de concilier écologie et économie. Et je pense que justement, avec cette route, la question se pose beaucoup aujourd'hui.
Donc je voulais savoir, notamment au niveau des organisations, comment on pouvait faire pour réguler les ambitions des États et des organisations intéressées pour justement éviter, vous parliez de carnage tout à l'heure, je pense effectivement que si on ne régule pas, on peut se diriger vers un carnage. Donc, comment on peut réguler les ambitions des États face à cette route ? C'est effectivement les ambitions des États, mais c'est aussi nos modes de société, nos modes de vie qui sont extrêmement gloutons en énergie, en ressources. Et c'est vrai que cette route de l'Arctique, en fait, ça va rendre accessible à notre boulimie une niche écologique qui, pour l'instant, jusqu'à présent, a été préservée. Et donc c'est assez inquiétant dans le sens où je pense que c'est important qu'on réalise tous que même si on a l'impression que ça va bien pour nous parce qu'on est plus de 7 milliards, que la population continue à croître, en fait ça va pas si bien puisqu'on est dans la 6e crise d'extinction massive que nous avons causée. Mais aussi je vais vous donner 3 signes avant-coureurs de l'extinction d'une espèce. C'est l'explosion démographique, la surexploitation des ressources et l'occupation de toutes les niches écologiques. Donc il suffit de vous regarder dans un miroir et vous avez une espèce en voie d'extinction. Et ce qui se passe avec l'Arctique, là, ça ne fait que nous pousser encore un peu plus vers ce dénouement. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant et qu'on arrive à auto-réguler notre appétit insatiable et notre illusion, notre utopie, parce que l'utopie elle est là, de croire qu'une croissance infinie est possible sur une planète aux ressources finies, avec une population humaine qui a atteint la démographie qu'on a atteint. Merci Lamia. Alors Clément, je vous laisse prendre le micro. C'est une question fermée, donc elle sera soit très positive, soit très négative, cette réponse, et vous pourrez chacun donner, mais très très rapidement, parce que je vois mon comparse qui monte sur scène. Exactement, merci Flavie. Justement, moi je pars du constat que la biodiversité et sa sauvegarde, c'est un enjeu qui est supranational. Et je me disais, pensez-vous que, comme pour la Covid, si les États décidaient de se concentrer ensemble et de mettre en commun leurs ressources pour la sauvegarde de la biodiversité et particulièrement de nos océans, un ralentissement, voire un retour en arrière du dérèglement climatique serait possible? Qui veut se lancer? Bon je vais me lancer. Un ralentissement ou un retour en arrière, donc une restauration, de réparer ce qu'on a. Je pense que déjà, ce qui est important, c'est d'avoir conscience à quel point on a déjà détruit, à quel point on est très avancé dans la destruction du monde. Et pour le coup, l'océan, pour moi, c'est vraiment un cas d'école, parce que quand vous lisez les récits historiques d'il y a quelques siècles, vous apprenez que sur la façade atlantique française, les bateaux devaient s'arrêter plusieurs jours pour laisser passer les baleines. Aujourd'hui, quand on a une baleine qui s'approche d'un port, c'est dans la presse locale et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on est déjà en fait en train d'essayer de sauver un océan qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Et donc réparer, revenir en arrière, ça va être impossible pour les espèces qui ont déjà disparu. Et puis il y a des points de non-retour. Donc il faut faire attention à ça. Par contre, il y a une résilience. Il y a une résilience qui est possible et il n'est pas trop tard pour beaucoup. Mais effectivement, pour ça, il faudrait qu'on replace cet enjeu au cœur des priorités, ce qui est loin d'être le cas. Et on a vu qu'on en était capable, effectivement, avec le cas de la Covid. Oui, alors pour compléter le message positif de Lamia, moi je suis de Ramatuelle par exemple, il y a 30 ans la mer était immonde, il y avait des gazages de bateaux, il n'y avait pas tout à l'égout, donc les maisons mettaient tout leur détritus dans la mer directement, sans rentrer dans le détail, il n'y avait plus de biodiversité, et aujourd'hui la mer est limpide, elle est dépolluée, et il y a de nouveau des espèces qu'on ne voyait plus qui sont réapparues, comme des poulpes, des barracudas et ainsi de suite. Voilà, donc pour répondre, oui, on peut réparer, mais quand quelque chose est détruit, c'est ça qu'il faut préserver aujourd'hui, on ne peut pas non plus reconstruire la vie. Néanmoins, en faisant des efforts, oui, on peut avoir une belle planète. Fini. Merci à vous. Le temps est vraiment compté. Non, allez-y, si c'est vraiment 2 phrases, n'hésitez pas. Non, mais je vais dans le sens de l'espérance aussi, puisque finalement, il y a un point crucial qui a été souligné tout à l'heure sur la démographie. C'est vrai que c'est un point fondamental à l'échelle de la planète, mais qu'est-ce qu'on peut faire localement? Moi, je parle en tant que vice-président de la communauté urbaine. On a un gros travail de mise en protection à la fois de la partie terrestre, mais aussi de la partie maritime, s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays, et pas très loin en Angleterre, avec la création de box, pour renouer avec l'abondance que vous évoquiez. Et c'est parfois un petit peu difficile à mettre en place, mais tout le monde s'y retrouve à terme. Le mot de la fin.
Juste le mot de la fin, donc pour rebondir sur ça, effectivement la pollution sur beaucoup de paramètres à s'améliorer. Effectivement notre action elle est importante, hein, et nous de réduire à la source c'est vraiment un espoir, hein, parce qu'on réduit, je voyais vos plongeurs, et bien on a proposé encore très récemment une restriction textile sur tous les composés qui sont sur les habits que l'on prend, qui sont en contact de notre corps. C'est 2000 composés, c'est 700 millions d'euros de soins d'allergies et d'irritation. On peut effectivement améliorer les choses. La vraie solution, on ne peut pas dire qu'on aime si on n'essaye pas de connaître. La vraie solution, c'est de connaître. Et on voit très bien que la plus grande des forces qui changent les sociétés, c'est l'éducation. Merci, donc optimiste mais pas naïf. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup Flavie. Merci à vous toutes et à vous tous. On peut vous applaudir chaleureusement.